En avril 1953, le poète Jean Cocteau, président du jury du Festival de Cannes, propose ingénument de couronner le dessin animé de Walt Disney Peter Pan, et il confie à son journal intime « Ce film m'a enchanté par sa grâce et sa technique. Je remercie le ciel d'avoir préservé mon enfance. » Quelques semaines plus tard, la poudre d'étoiles semée par une fée nommée Clochette, dont le regard émerveillé des enfants nés de l'après-guerre, consacre la magie d'un spectacle hors du commun. Peu de gens savent aujourd'hui que Disney n'est pas l'auteur de Peter Pan et que le dessin animé est l'adaptation d'une pièce de théâtre créée à Londres en 1904, née sous la plume d'un Écossais de 44 ans, James Matthew Barrie. Les Londoniens avaient alors fait un accueil triomphal à Peter Pan, consacrant la célébrité de Barrie, déjà auteur de plusieurs pièces et romans à succès. De 1904 à nos jours, pas une année ne s'est achevée sans que le spectacle soit présenté au jeune public anglo-saxon. Mais souvenez-vous, Peter Pan est un jeune garçon qui vit dans le pays imaginaire du jamais-jamais. Une île lointaine où il est le capitaine des garçons perdus, comme lui orphelin, et qui, comme lui, applique la règle suprême de ce lieu, ne jamais, jamais grandir. Mais ce qui manque le plus sur cette île, c'est une maman, pour vous raconter des histoires avant de s'endormir. Aussi, Peter vole parfois jusqu'à Londres, où vit la famille Darling. Monsieur et Madame Darling et leurs 3 enfants. Wendy, John et Michael, sans oublier Nana, leur gouvernante à 4 pattes. Ils s'approchent alors de leur fenêtre pour chaparder les histoires que Wendy raconte à ses jeunes frères. Nana s'en aperçoit, tente d'attraper Peter et lui arrache son ombre qu'elle saisit dans sa gueule. Plus tard, alors que les parents sont sortis, Peter Pan entre dans la nurserie pour récupérer son ombre, aidé par son amie, la fée Clochette. Une fois l'ombre retrouvée, Wendy propose tout naturellement de la lui recoudre. « Où habites-tu, Peter ?»« 2e étoile à droite, puis tout droit jusqu'au matin. » Et Peter ajoute « Voudrais-tu être ma mère ?» Wendy se laisse tenter par cette proposition inattendue et après une brève leçon de vol, en route pour le pays imaginaire. L'île est peuplée d'une faune pittoresque et turbulente. Les jolies sirènes du lagon au charme irrésistible, les peaux-rouges parfois amicaux, parfois hostiles. Et aussi les pirates, très dangereux. Monsieur Mousse est un pirate non conformiste, souffre-douleur préféré du terrible capitaine Crochet, l'ennemi juré de Peter Pan. Crochet est lui-même traqué par un prédateur dont il redoute plus que tout le tic-tac menaçant. Mais ce pays imaginaire est aussi un monde parallèle, régi par ses propres lois et sa propre logique, où le merveilleux côtoie la terreur. Un lieu de conflit, où il est accepté que l'enfant et l'adulte puissent enfin s'affronter, d'égal à égal, dans un duel à mort. Un univers cruel et magnifique, sorti de l'imagination tourmentée d'un homme qui portait en lui cette dualité, et qui, au moment où il écrit Peter Pan, a depuis longtemps déjà décidé de ne jamais grandir. La personnalité de James Matthew Barrie et les événements de sa vie sont intimement mêlés à l'histoire de Peter Pan. Je ne connais pas d'autres écrivains anglais de ce siècle, romanciers, poètes, de ce siècle qui a fait ça. S'il y a un personnage fictionnel qui va rester dans la littérature anglaise de ce siècle,
pour moi, c'est Peter Pan. C'est pas mal. I believe it lives forever because it asks so many questions about sexuality, about death, about the possibility of another world. We can talk about George Lucas, we can talk about Star Wars, we can talk about the idea of Martians. The Neverland would nowadays be in space. The Neverland is some magical planet where something will go right. Although Wendy gets almost killed as she arrives. Although these boys are told they can never go back to their own families. It isn't a totally good place. It's a place of good and evil, but it's a reverse image. It is the other side of the rainbow, the other side of the mirror. Look at what else was going on. I've mentioned Wizard of Oz. Look at almost the same time, Lewis Carroll writes Alice. What does she do? She goes through a looking glass. You have to understand that at this moment, I would say 1880 to 1920, because of the century change, because of the First War, because of a lot of death, a lot of confusion all over the world, people wanted another world. We take it now from George Lucas. We take it from Star Wars. But they took it from the Neverland. C'est le dernier mythe un peu universel, parce que je pense que partout au monde, on connaît Peter Pan, écrit par un homme, un écrivain un peu mystérieux, parce que c'est un livre ou une pièce tout à fait confessionnelle, mais disons d'une façon absolument pas directe. Mais il s'expose beaucoup dans son personnage de Peter Pan et aussi dans le récit de la pièce. Imagine Wendy. This girl is lying in bed in a London house at the turn of the century, and suddenly a boy of her age flies through the window and says, "Will you be my mother? Not my girlfriend, not my wife. Will you be my mother?" And once this child, this Wendy, has to face a man who has no real sex, who arrives through a window, who is a fairy, and who says, "You are my mother." Now, that child, not surprisingly, is a bit confused. She then flies through the night, and somebody tries to kill her as she arrives in this magical land. This is a very, very strange play about death. It's about killing. It's about the murderous Captain Hook. It is not a light fable. I cannot think of a darker play. Les origines de Peter Pan et du pays imaginaire se confondent avec celles de leur créateur, qui vit le jour dans un lointain comté d'Écosse, au pied des monts Grampians. Dans le village de Kirriemuir, le 9 mai 1860, David Barry, tisserand de son état, et Margaret Ogilvy, son épouse, sont heureux de fêter la naissance d'un 9e enfant qu'ils baptisent James Matthew. Jimmy, comme on l'appelle, est un enfant joueur. Avec son ami Rob, il a fait de la buanderie le lieu rituel de leur combat de pirates,
inspiré d'aventures dans des îles lointaines dont sa mère fait la lecture chaque soir à la famille rassemblée. Elle a fait partie de ces Écossais qui ont découvert avec extraordinairement d'intérêt la venue au monde du génie de Stevenson, qui a été, après Walter Scott, le grand auteur de romans d'aventure écossais. Et les Écossais étaient très littéraires, enfin s'intéressaient beaucoup, même dans un village reculé comme Kirriemuir, à l'actualité littéraire et notamment à la forme la plus excitante de littérature qui est le roman d'aventure. Et quand est sorti des sortes de premiers bandes dessinées, ils achetaient ces petites histoires qui sortaient chaque semaine pour un penny. Et Barry lisait ça avec sa mère. Et un jour, ça tardait de venir. Et à ce moment-là, Barry était très impatient parce qu'il voulait savoir ce que devenait tel et tel personnage. Et sa mère disait, mais alors, tu pourrais l'écrire toi ? Pourquoi tu n'écris pas la suite ? Alors là, c'était un monde qui s'ouvrait devant lui. Il est parti dans le toit de la maison, il se mettait à écrire. Et il disait qu'il goûtait ainsi au sang de l'écriture et qu'il savait qu'il allait devenir écrivain. Mais avant son 7e anniversaire, la vie de Jamie bascule dans le drame. David, le fils idéal en qui leur mère a mis tous ses espoirs, meurt à l'âge de 13 ans dans un banal accident de patin à glace. La mère de Jamie sombre alors dans une dépression profonde et reste prostrée dans sa chambre des semaines entières. Barry monte l'escalier sur les conseils de sa sœur aînée qui lui a dit « mais va dire à notre mère qu'elle a encore un fils ». Tellement il a peur en fait, il a peur d'exister lui-même alors que son frère David est mort. Et donc Barry monte l'escalier et en l'entendant arriver, sa mère dit d'une voix faible « c'est toi ». Et Barry, persuadé qu'elle pense que c'est David, s'excuse. Enfin, il dit « non, ce n'est que moi ». Ce n'est que moi. Et c'est là où il signe, disons, ce qui va devenir par la suite. C'est-à-dire que lui n'a pas de valeur pour ses yeux, et la seule valeur, c'est David. Et donc, la seule possibilité pour lui, à ce moment-là, est de prendre l'identité de l'enfant mort. Et nous savons avec quelle énergie un enfant peut complètement entrer dans une histoire qui n'est pas le sien et qui va le déterminer sa vie. Plus tard, à 36 ans, un an après la mort de sa mère, Margaret Ogilvy, car en Écosse les femmes mariées conservent leur nom de jeune fille, Barry consacrera un livre de souvenirs à cette femme au caractère exceptionnel. Il prend prétexte d'une sorte de portrait, par moments assez sarcastique d'ailleurs, de cette femme qui a tellement compté et qui aussi l'a beaucoup fait souffrir lui-même. Il prend prétexte de ça pour essayer de remonter dans le temps à la recherche de son problème, enfin avec elle et avec le monde. C'est-à-dire ce moment où il a cessé de grandir. À 13 ans, Jimmy quitte son village natal pour la première fois. À l'Académie de Dumfries, il découvre le bonheur quotidien de rivaliser d'inventions romanesques avec ses condisciples. Peter Pan est peut-être apparu timidement, à l'insu de Jamie, entre les murs de l'Austère Academy. Cet étrange petit personnage, ni enfant ni adulte, enfin, qu'il est resté pour toujours et qui est en fait Peter Pan, qui connaît ni le temps, ni le sexe, ni qui ne peut que jouer. Rien de ce qui nous arrive après 12 ans n'a vraiment d'importance, dira Barry plus tard.
Barry est déjà à Dumfries très excité par le théâtre, donc il voit évidemment des pièces du répertoire classique, notamment Shakespeare. Tout ça se mêle à ses lectures très très abondantes, notamment Jules Verne qu'il découvre à ce moment-là, Fenimore Cooper qui est quand même un très grand romancier américain d'aventure, Mayne Reid, auteur de romans exotiques. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand il voit Shakespeare, notamment les pièces incontournables de Shakespeare, Barry a un regard assez malicieux là-dessus. Et au fond, il mélange un peu tout volontairement, en sachant très bien ce qu'il fait. Il a une espèce d'ironie vis-à-vis des classiques, qu'il aura toujours d'ailleurs, parce que plus tard, il continuera à se moquer un peu des classiques du théâtre notamment. À Dumfries, Jimmy a déjà une vénération pour les actrices de théâtre, mais pas la moindre petite amie ne semble accompagner sa vie d'adolescent. Mais quand même un jour, pour faire comme s'il était normal comme les autres, il est allé à un arbre où les garçons avaient l'habitude de rencontrer leurs copines. Il a dessiné une petite cœur avec son nom et le nom d'une fille qu'il avait inventée. Alors là encore, il se met dans un faux personnage, enfin, c'était pas lui. Après Dumfries, Jimmy sera étudiant à l'université d'Édimbourg. Il a 18 ans, mais sa taille et sa silhouette sont celles d'un garçon de 12 ans. Tout en lui semble s'opposer au passage à l'âge adulte. On peut supposer que le fait que Barry est resté tout petit, enfin 1,50 m, on peut dire que son psychisme a eu un effet véritable sur son côté somatique, c'est-à-dire la croissance. Des jeunes commencent à avoir des idées d'adultes, la sexualité, enfin tout ça. Et lui, par contre, devient de plus en plus, enfin, se sent de plus en plus seul et de plus en plus exclu, en fait, de ce monde-là. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va observer. Il va observer comme un scientifique observe, je ne sais pas, des insectes. Et il va prendre des notes. Il commence à prendre des notes sur les gens. Et ça, il va faire toute sa vie. Il prend des notes plus tard sur des gens qu'il aime et qui sont en train de mourir. Enfin, il a cet œil froid, distant et désaffecté. Alors, on peut se demander si cette désaffection, où est-ce que ça a commencé? Moi, je pense que ça a déjà commencé sûrement très tôt. Très tôt et sûrement autour de la dépression de sa mère, ce qui était aussi sa dépression à lui, enfin, comment faire avec cet affect, cette passion pour survivre. Et puis on sait que les enfants à un certain âge, quand ils sont submergés par l'affect, dans une situation traumatique, ne peuvent faire que fuir. Fuir dans la fuite de Peter Pan, c'est-à-dire de voler au-dessus des tragédies, là où les choses paraissent toutes petites et donc maîtrisables. Patrie de Robert Burns, Walter Scott, Robert Louis Stevenson et Ballantyne, l'auteur chéri de son enfance, la vieille cité d'Édimbourg ne manquera pas d'impressionner le jeune Barry. Et sa vie à Édimbourg est quand même une vie aussi de jeune homme fauché qui subsiste comme il le peut, quoi, en donnant des leçons, enfin, et en ne perdant quand même pas son temps non plus. Je pense qu'il absorbe énormément de littérature, et même des livres savants qui seront peut-être de quelque utilité plus tard pour lui, puisque finalement toute son œuvre sera quand même l'œuvre de quelqu'un de très cultivé. En 1885, l'année de ses 25 ans, Jimmy est le premier Barry à émigrer à Londres.
Après une traversée du pays dans l'inconfort d'un wagon de 3e classe, il met pied à terre sous la verrière immense de la gare néogothique et typiquement victorienne de Saint-Pancrace. Il raconte comment sa mère lui a mis un grand chapeau dans une boîte. Enfin, il est parti avec... On peut imaginer ce petit bonhomme avec sûrement des vêtements trop grands pour lui, avec une grande boîte, avec un chapeau de haute forme pour être un homme. Enfin, parce que, bon, à ce moment-là, les hommes portaient des chapeaux haute forme. Donc, je pense peut-être sa mère lui a mis dans la boîte pour qu'il soit un peu plus grand, avec un taille. Donc, il part à Londres avec rien dans les poches, rien dans les mains et plein d'histoires dans sa tête. Mais finalement, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il ne connaît personne, il n'a aucune relation. Et on imagine que la petite silhouette de Barry va fureter un peu partout avant de trouver des portes, avant de trouver des issues. Il va s'efforcer de vendre des articles, des textes à des magazines en vogue comme la Pall Gazette par exemple, ou d'autres. Des textes en général humoristiques. Kipling fera la même chose, et ainsi pas mal de plumitifs qui hantent la ville de Londres et qui sont quand même à la recherche d'un succès, mais qui ne peut pas venir autrement que par la presse, qui est très très importante à ce moment-là. Ayant réussi dans le journalisme, Barry a bien sûr ses têtes de Turc parmi les gens connus de son époque. Il les trucide allègrement dans les pages de son premier livre, un roman policier humoristique intitulé « Better Dead ». L'esprit frondeur de Peter Pan est déjà là. Le succès modeste de ce premier livre l'encourage à récidiver. Et donc, il se met à écrire un second livre qui est une sorte de chronique de la vie écossaise, qui paraîtra sous le nom de Old Licht Idylls et qui aura cette fois un succès d'autant plus grand que c'est quelque chose d'original. On n'a pas vu ça. Les critiques diront que c'est aussi original dans ce genre de chronique gentille, sentimentale, que les contes de soldats de Kipling. Donc c'est quelque chose qui situe littérairement comme un novateur. Et ce livre sera suivi d'autres chroniques de la vie écossaise qui auront aussi du succès. Toute sa vie, Barry sera un infatigable marcheur. Dans Londres, cette activité physique toute simple suscite chez lui la réflexion, la rêverie et la découverte. C'est aussi pour lui l'occasion de lorgner sur les maisons des quartiers chics où il rêve déjà d'emménager un jour. Au cours de sa fréquentation assidue des théâtres, Barry a souvent senti son cœur d'éternel adolescent battre pour de jolies comédiennes. Lorsqu'en 1892, l'une de ses premières pièces, Walker London, est représentée, le rôle principal en est confié à Mary Ansell, une ingénue qu'il va désormais courtiser avec obstination. Après bien des hésitations, elle accepte de devenir sa femme. Il séduisait beaucoup d'actrices. Alors pourquoi Mary Ansell est tombée dans le panneau, dans le trap de Peter Pan? Le jeu de séduction mutuelle qui conduira au mariage de Mary et de Jamie fait bien sûr penser à la relation qui rapprochera plus tard Peter Pan et Wendy. Il y a des personnages qui gravitent autour de Peter Pan. Il y a des personnages féminins. On a parlé un peu de Wendy, de Madame Darling, il y a Clochette, Ellie, la tigresse. Et ce qui est tout à fait intéressant chez Clochette, c'est la forme de son corps. C'est-à-dire qu'elle est toute petite, mais seulement elle a un corps sexué. Elle a la poitrine, elle a des formes. Elle a des formes qui font qu'elle aussi est dans ce passage où elle est avec une taille d'enfant, mais un corps d'adulte. Donc, et il y a des rivalités entre Wendy, Clochette, Lily la tigresse autour de Peter Pan. Mais Peter Pan, lui, toujours dans son égoïsme et dans son narcissisme, ne s'intéresse pas. Il ne s'y intéresse pas. En tout cas, il butine
mais sans que réellement il ait le désir qu'il y ait une relation amoureuse réelle. Il s'envole, il papillonne. Hein. C'est pas uniquement le vol, c'est aussi le papillonnage. Il papillonne, tel un séducteur, mais un séducteur qui ne passerait jamais à l'acte. Barrie porte déjà en lui le personnage de Peter Pan. A-t-il cherché en Mary Ansell une seconde mère? Mary prétendra plus tard que leur mariage n'a jamais été consommé. Sa vraie grande passion semble être celle qui le pousse irrésistiblement vers l'univers des enfants. Au cours de sa vie londonienne, Barrie a été quelqu'un d'extrêmement solitaire. Il sort souvent accompagné de son grand chien, Porthos, plus souvent d'ailleurs qu'avec sa femme, Mary Ansell. Et au fond, le monde qui l'intéresse, c'est le monde des enfants. À la fois peut-être parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que sa vie d'homme sera privée d'enfants, sera privée de progéniture. Et c'est quelqu'un qui, du coup, s'intéresse non seulement aux enfants qu'il peut rencontrer, mais il ne va pas évidemment lier connaissance comme ça avec tous les enfants, mais aussi à ceux des enfants, donc de ses amis, des gens avec qui il travaille ou qu'il fréquente, et qui sont toujours très étonnés de voir quel extraordinaire rapport s'instaure entre leurs enfants et Barrie. Ils découvrent en fait que Barrie connaît mieux leurs enfants qu'eux-mêmes, qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Barrie est totalement disponible, il raconte des histoires, il joue. Enfin, il a un comportement d'enfant avec des enfants, ce qui trouble beaucoup les adultes d'ailleurs. Barrie avait un grand ami qui était l'éditeur et journaliste Henley, et ce Henley avait une petite fille, Margaret, et Barrie était très épris de cette petite fille, comme d'autres petites filles, de ses relations, mais il y avait quelque chose en plus avec Margaret, c'est qu'elle était malade, elle était même très malade, et la maladie de la pauvre Margaret faisait que, progressivement, son élocution devenait difficile, et elle n'arrivait plus à dire « my friendly », qui veut dire « mon ami Barrie », et elle disait « my Wendy », et de cette espèce de difficulté élocutoire est né un prénom, est né un nom que Barrie a adopté et qu'il a donné après à un personnage de la pièce Peter Pan, Wendy. Wendy qui est un prénom inventé par Barrie. La hantise de mon enfance, écrira-t-il plus tard, fut que je savais qu'un temps viendrait où je devrais cesser de jouer. En fait, Barrie continuera de jouer avec les enfants. Avec les adultes, il réalise un rêve d'enfance, la création d'une équipe de cricket. Baptisé avec humour les Allah Akbaris, contraction de Allah Akbar qui signifie Allah est grand et de son propre nom, cette équipe mythique, essentiellement composée de gens de plume, sévira pendant plus de 25 ans. Well, most of the members of Barry's cricket team were writers, authors, literary people, such as P.G. Wodehouse, Jerome K. Jerome, and Sir Arthur Conan Doyle. And Conan Doyle was actually an exception because he could play cricket. The rest really weren't very good at all. And there were some funny incidents that happened. One of them was when only 9 players turned up this day for a match and 2 were missing, so they had to scour the countryside for the 2 missing people, and they found an artist in a field painting cows. They coerced him into the team, and they found a soldier drinking beer outside a pub and they got him into the team as well, and funnily enough that was one of the times when the team actually won. Les Barrie habitent un quartier élégant de Londres. Leinster Corner est une spacieuse demeure située juste en face des jardins de Kensington, lieu de promenade privilégié de Jamie et de son inséparable compagnon à 4 pattes, Porthos. Les facéties du petit homme jouant avec son grand chien sont devenues familières aux enfants qui fréquentent les jardins avec leur nurse. Barrie, un enfant parmi les enfants, se lie d'amitié avec 3 bambins habitués des lieux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Auteur à succès très recherché de la bonne société, il est invité par un célèbre avocat qui réunit régulièrement chez lui écrivains et artistes. C'est là que Barrie rencontre la plus séduisante jeune femme qu'il ait jamais approchée. Sylvia Llewellyn Davis. Elle est l'épouse d'un jeune avocat, Arthur Llewellyn Davis, mais la surprise de Barrie est à son comble lorsqu'il découvre que Sylvia n'est autre que la mère des jeunes garçons qu'il rencontre et amuse chaque jour dans les jardins de Kensington. Donc il rencontre une femme qui est très belle, qu'il aime beaucoup, et elle l'admire, donc pour son narcissisme c'est génial. C'est une mère, il le dit d'ailleurs, que ce qui est formidable, c'est que Sylvia est une mère, de garçon en plus. Et que là, il va pouvoir vivre en s'identifiant avec ces garçons. Mais en même temps, je pense que c'est aussi sa manière de maîtriser ce qu'il n'a jamais pu maîtriser en tant qu'enfant avec ses frères et sœurs et dans sa propre famille. Donc, c'est une sorte de revécu de quelque chose, d'être dans une famille, et en même temps, il est adulte et il maîtrise tout le monde. Donc, il va avoir une emprise totale sur cette famille. Tandis que Barrie continue de tisser des liens très forts avec les enfants et leur mère, celle-ci donne le jour à Michael, puis à Nicolas, portant à 5 le nombre des enfants de cette famille idéale. Arthur, le père, s'accommode difficilement de la présence quasi permanente de cet oncle Jim qui les comble tous d'attentions et de cadeaux, une situation pour le moins ambiguë qui ne manquera pas de faire jaser. En fait, il est comme un petit vampire qui arrive dans cette famille et qui se nourrit de tout, de cette femme, de ses enfants, et la production de cette nourriture vampirique, c'est Peter Pan. Évidemment, le rencontre avec Peter Pan et la famille Darling est tout à fait correspondant entre la rencontre entre Barrie et la famille Llewellyn Davis. En fait, il est venu à leur fenêtre écouter des histoires vraies qu'une vraie mère raconte à des vrais enfants. En 1900, puis en 1901, Barrie invite les Llewellyn Davis à passer les vacances d'été dans sa propriété de Black Lake, dans le Surrey. Les enfants de Sylvia raffolent immédiatement de Black Lake Cottage, dont le grand parc est le théâtre de jeux sans fin en compagnie d'oncle Jim et du chien Porthos. Barrie observe les garçons, les photographie. Souvent, il demande conseil à George, l'aîné, afin d'élaborer la mise en scène de leur jeu. Et comme toujours, il prend des notes. Aux confins de son drame intime et de la joie retrouvée de son éternelle enfance, il distingue de plus en plus clairement un petit être faunesque qui ne tardera plus à devenir Peter Pan. C'est là que Barrie a eu l'idée d'une sorte de grand jeu dans lequel étaient impliqués donc les enfants Darling, qu'on va découvrir dans la pièce, et Peter Pan. Et les pirates et les fées et toute la population de la pièce Peter Pan qui est très nombreuse. La première version de la pièce est refusée tout net par Herbert Beerbohm-Tree, acteur et directeur du théâtre de Sa Majesté. Pire, il trouve le projet si extravagant qu'il écrit à Charles Frohman, le producteur américain de Barrie, pour l'avertir que celui-ci n'a plus toute sa tête. Donc la pièce a été quand même envoyée aux États-Unis à Charles Frohman, qui l'a lu et qui lui a trouvé intéressante. Il est venu à Londres et il a dit à Barrie, pas de problème, on la monte, c'est bien, on va jouer Peter Pan. Et finalement, cette pièce qui aurait pu rester dans un tiroir, qui aurait pu être rejetée par tous les entrepreneurs de théâtre de la Terre, a été acceptée par Frohman, qui était quelqu'un, au fond, d'assez excentrique, et qui était surtout, je crois, un visionnaire, parce qu'il avait compris ce qu'on pouvait faire de cette pièce. Et elle a été montée
à grands frais, de manière très difficile, parce que c'est une pièce en 5 tableaux où l'on passe d'une nurserie au pays imaginaire, aux pirates, au bateau de Capitaine Crochet. Enfin, c'est absolument considérable. Et c'était, pour l'époque, dans un théâtre comme étaient les théâtres de Londres, petit, plutôt petit, étroit, avec une machinerie souvent assez peu rodée pour ce type de spectacle compliqué. C'était vraiment une espèce de gageure qui a été tenue par Frohman, qui a mis tous les moyens possibles à la disposition de la mise en scène. Et pour respecter la tradition anglaise des pantomimes, Peter Pan est interprété par une jeune comédienne. En acceptant de suivre à la lettre l'idée totalement folle de son ami Barry, Charles Frohman encourt un énorme risque financier. Mais grâce à lui, le véritable monument théâtral que constitue la pièce Peter Pan est dévoilé au public londonien sur la scène du Duke of York le 27 décembre 1904. Bon, il y a le moment peut-être le plus célèbre de la pièce où il y a Tinkerbell, la petite fée qui meurt, et on demande au public d'applaudir parce que si on applaudit, elle ne va pas mourir. Et je sais que dans la première de la pièce, Barry était absolument convaincu que la pièce sera un four et que ce moment-là sera une catastrophe parce que personne n'allait applaudir. Bon, ça, c'était le moment où tout est devenu un triomphe parce que toute la salle a applaudi. Le succès fulgurant de la pièce met un terme aux angoisses de Barry. Mieux encore, Peter Pan va désormais conquérir le monde. La dimension mythique de Peter Pan est très vite consacrée par l'inauguration de sa statue dans les jardins de Kensington, en présence de la troupe du spectacle. I think there are two great impressive moments. One is when Peter Pan says to die will be an awfully big adventure, and you realize that it's a seductive adventure, that he kind of wants to cheat death. And the other moment I love is Captain Hook with that extraordinary sense of the old Etonian, the old gentleman, trying desperately to, even while he is killing people, to be acceptable. Children hate me. The youngest always has to play Hook. This man who again is deformed by a hook, probably sexually deformed. We have no idea what Hook really does with those pirates or what he plans to do with those lost boys. It's a very strange play. Je pense que Capitaine Crochet est Barry. C'est lui. C'est son côté sombre, c'est son inconscient manifesté comme ça. Enfin, c'est Barry qui vieillit. C'est Peter Pan, c'est le double de Peter Pan. Et c'est passionnant pour un analyste de regarder ça, parce qu'il y a vraiment toute l'histoire du double, de l'emprise, de toute l'histoire de vieillissement, de la jalousie de vieux pour le jeune. Enfin, il y a tout ça est dedans. Et il nous fait jouer tout ça dans une mise en scène extraordinaire. Les fils Llewellyn Davis trouvèrent dans ce succès la consécration des inoubliables séances de jeu avec l'oncle Jim. Le dramaturge scellait ainsi avec eux un pacte que le destin allait tragiquement respecter. En effet, quelque temps plus tard, Arthur, leur père, puis Sylvia, disparaissent à 3 ans d'intervalle, atteints d'un cancer, laissant 5 orphelins. On a l'impression que le destin très très cruel de la famille Llewellyn Davis a servi les desseins secrets de Barry. En fait,
C'est un petit peu comme si Peter Pan lui-même était intervenu dans cette histoire. On a l'impression qu'une espèce de fatalité s'est abattue sur ces gens. Alors, après la mort des parents, Llewellyn Davis, c'est évident pour Barry, étant donné sa proximité avec la famille, qu'il va adopter les garçons. Barry prétendra que cette adoption est une des dernières volontés de Sylvia, dont il a probablement falsifié le testament. Les enfants tout petits avaient une gouvernante, Mary Hodgson, qui était très proche d'eux et qui était très réticente par rapport à Barry. Elle sentait le danger, comme dans Peter Pan, quand il y a Nana qui a l'intuition de l'inconscient complètement accrue, comme sont des instincts des animaux. Nana sait que les enfants sont en danger par ce garçon sur la fenêtre. Parce que Peter Pan est quand même un décodage aussi inconscient de cette histoire. Et c'est ça qui est tellement fascinant, parce que d'un côté, Barry est presque comme Freud. Il a une lecture de l'inconscient d'une manière remarquable. Donc, cette intuition du danger, peut-être Barry le savait aussi. Le mariage non consommé de Mary et de Jimmy finira par un divorce. Barry vivra cette séparation comme un drame. C'est à Camden Hill Square, dans la maison de Sylvia, qu'il s'emploie du mieux qu'il peut à tenir son rôle de père adoptif. Mais il est souvent le 6e gamin dissipé de cette étrange maisonnée sur laquelle veille Mary Hodgson, la gouvernante des enfants. Le dramaturge est très riche et ces garçons, comme il les appelait déjà du vivant de leurs parents, pourront accéder aux meilleures écoles, Eton, Oxford, Cambridge. Le fait d'avoir adopté ces 5 garçons est pour Barry une sorte de retour à la vie. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette famille artificielle le comble d'une certaine manière. Il va pouvoir exercer pas du tout un patriarcat, mais une espèce de fraternité un peu insolite sur ces 5 jeunes victimes quand même du sort, d'une part, parce qu'ils ont perdu leurs parents, et puis ces garçons qui lui sont tombés comme ça dans les bras, qu'il connaît depuis longtemps, puisqu'il les a fréquentés tous depuis le plus jeune âge. Et cette espèce de famille étrange, finalement, va l'aider, lui, peut-être à surmonter même définitivement sa solitude, puisque il n'aurait jamais espéré connaître cette sorte d'état de grâce. Barry se fait volontiers le complice de ses fils adoptifs, encourageant leurs désirs les plus extravagants. Au mépris du qu'en dira-t-on, il va jusqu'à écrire une revue de music-hall pour Gaby Delis, une jeune chanteuse française légère dont George et Jack se sont entichés. Mais cette vie de famille peu commune ne trouvera jamais son équilibre et le destin va s'acharner sur les Llewellyn Davis, et donc sur Barry. Barry s'angoissait beaucoup pour les garçons. Enfin, il écrivait des lettres absolument poignantes. Quand George est allé à la guerre, à la Première Guerre mondiale, et Peter aussi, les deux étaient recrutés, il écrivait des lettres quotidiennement à George. Et justement, ce qui est terrible, c'est que George a été tué par balle dans la tête. Il écrivait une lettre juste avant à Barry en disant « Dear Jamie, ne fais pas des soucis, parce que après tout,
pourquoi est-ce qu'une balle m'éteindra dans un endroit vital? Et c'est juste après ça qu'il est tué. Et la lettre arrive après le nouvelle de sa mort. Et Jamie c'est terrifiant pour lui. Il est complètement submergé sous les nouvelles de la mort de George. Oui, je pense que l'influence de Barry sur les enfants a été plutôt néfaste. Et d'ailleurs, un des enfants, je ne me souviens pas lequel, peut-être Peter, a toujours parlé de la pièce en disant ce chef-d'œuvre terrible, parce que ça a gâché sa vie. Et les enfants n'ont pas, eux, de vie heureuse, en fait. Bon, il y a un enfant qui est mort dans la Première Guerre mondiale, rien à voir avec Barry, mais il y a un autre qui s'est suicidé à Oxford, je pense, dans une partie de la rivière où on ne se suicide pas. On ne peut pas se suicider. C'est-à-dire où on ne se noie pas. Non, parce qu'à l'époque, on disait qu'il s'est noyé. Mais en fait, c'était pas aussi profond. Je pense que Michael, on l'avait trouvé avec son ami. Ils se tenaient, enfin, ils étaient entrelacés dans l'eau. Enfin, donc, on pense que c'était un suicide et c'était parce qu'il était homosexuel. On a l'impression que la mort de Michael est vraiment la fin de tout pour Barry. Il y a déjà eu beaucoup de morts dans son existence. Chaque fois, il est très affecté par ces morts. Mais d'une certaine manière, symboliquement, la mort de Michael est un petit peu comme la mort de David. C'est un petit peu c'est quelque chose qui le repousse encore loin de ce qu'il espérait finalement, de ce dont il avait envie au cours de sa vie. Une affection très profonde, quelque chose de fort, de puissant. Là, il est abandonné, une fois de plus. Le destin le lâche. La relation entre Barry et Michael était parallèle et comme la relation entre le capitaine Crochet et Peter Pan. C'est-à-dire, Barry, vieillissant, devenait plus en plus le Crochet et Michael était jeune, innocent et très fragile. Pour Barry, c'était l'image de lui, enfin, et probablement fantasmatiquement, il aurait souhaité que Michael soit son enfant. Comme Peter Pan avec les garçons perdus, Barry a tenté de maintenir les enfants Llewellyn Davis dans son pays imaginaire, mais la réalité a ses lois, contre lesquelles Barry ne pouvait rien. En grandissant, Jack, Peter et Nico échappent peu à peu à l'emprise de leur père adoptif pour vivre leur vie d'adulte. En 1960, 25 ans après la disparition de Barry, Peter, devenu éditeur à Londres, se jettera sous une rame de métro à la station Sloane Square. Sa mort met un terme au destin tragique des Llewellyn Davis. En imaginant les personnages de Peter Pan, Barry a sûrement pensé à beaucoup de gens de son entourage, à commencer par les parents Llewellyn Davis, Arthur et Sylvia, qu'on peut imaginer sous les traits à peine déformés de Monsieur Darling et de son épouse. Presque des caricatures, mes parents de la bonne société londonienne, que Barry regarde quand même avec une certaine ironie. Les enfants Llewellyn Davis, évidemment, sont à l'origine des deux frères Darling, John et Michael. Quant à la fée Clochette, elle pourrait être l'incarnation, ou la désincarnation de Mary Ansell, la propre épouse
de Barry, peut-être un peu trop sexuée, un peu trop midinette, peut-être un peu trop coquette, et donc une sorte de fée clochette. Le capitaine Crochet, lui, est un personnage très complexe. Barry a avoué un jour, dans un discours fait à Eton, c'est le célèbre collège anglais, que Crochet était un ancien d'Eton. Hook, c'est une sorte de clin d'œil parce que lui, Barry, n'a jamais été à Eton, mais c'est son désir. Enfin, et donc, ça pourrait être une sorte d'indice que Hook est en fait l'inconscient de Barry. Donc, avec ses désirs, avec ce côté sombre, avec sa blessure narcissique, il dépeint le narcissisme fragile d'une manière extraordinaire. Toute la dialogue, tous les discours de Hook, et comment il est, tous les problèmes, et sa peur du temps, et le vieillissement, ce côté dépression, enfin, c'est avec le TikTok dans le crocodile, le surmoi terrifiant qui le suit partout, qui le mange à la fin. Enfin, c'est une description psychologique magnifique. Le crochet de Crochet, enfin, le Hook, c'est le symbole de la castration d'emblée. Il a perdu quelque chose. C'est sa blessure, sa fragilité. Et c'est avec cette fragilité-là qu'il peut faire mal. Donc c'est avec cette blessure narcissique qu'il attrape. Et c'est vrai, enfin. Mais on peut se demander comment Barry a pu se représenter tout ça, parce que c'est très travaillé. Finalement, on pourrait dire que c'est un psychanalyste déguisé, enfin, parce que on pourrait étudier Hook, Peter Pan comme des cas cliniques. Le crocodile, c'est une sorte de surmoi. C'est le temps, c'est la mort, c'est la pulsion de mort aussi. Enfin, il va attraper Hook à la fin. Peter Pan, lui, c'est Barry, c'est certain, c'est l'esprit de Barry. C'est aussi ce que représentait son frère David au moment où il est mort. Pour lui, c'est l'esprit de la jeunesse, il le dit textuellement dans la pièce. C'est une espèce de force invincible, un peu ricanante, un peu nocturne et en même temps très sentimentale. Enfin, c'est tout. C'est ce que Barry a fait de mieux, c'est ce qu'il est de mieux, si je puis dire. C'est ce qu'il est le mieux dans la vie, ou plutôt dans le rêve de la vie qu'il a fait. La chienne Nana, qui a un rôle important dans la domesticité d'Arling, est peut-être un compromis entre le propre chien de Barry, qui était un personnage très important dans sa vie, et puis la gouvernante Mary Hodgson, la gouvernante des garçons de Llewellyn Davis, avec laquelle Barry n'avait pas des rapports très très bons. Donc on peut estimer que Nana est un petit peu la version dramaturgique de ces deux personnages a priori incompatibles, un chien et une gouvernante. Il a fallu trouver un acteur pour jouer Nana, le chien de la pièce, et on a choisi un certain Arthur Lupino, qui, dans un premier temps, est venu chez Barry, chez l'auteur, étudier la façon de se mouvoir, de se comporter de Porthos, le chien de la maison, et qui a trouvé ça très intéressant. Porthos, lui, a peut-être pas trouvé du tout intéressant de voir un homme à quatre pattes essayer de reproduire ses mouvements. Et ensuite, Arthur Lupino a joué la pièce pendant des années et des années, jusqu'à la guerre de 14, enfin, au moment où il a dû, pendant la guerre de 14, partir sur le front. Et à ce moment-là, il a demandé à sa femme de tenir le rôle, ce qu'elle a fait. Et ensuite, au retour de la guerre, il a repris le rôle de Nana pour encore quelques années. Quand il ne laissait pas son côté dépressif, son côté capitaine Crochet prendre le dessus, Barry savait se montrer très facétieux. Le discours qu'il fait à Kirriemuir pour l'inauguration du pavillon du terrain de cricket qu'il a offert à sa ville natale en témoigne. Well, ladies and gentlemen, it's easy enough to make a speech anywhere else. But to do it here
on this hill of memories. And before people who are all more like me inside than any other people are, I tell you I would rather go out there and stand up to the worst of Scotland's bowling. I remember once in America being asked to make a speech at a women's college which contained 900 girls. And I said no, but if they would come out one at a time, I would make 900 speeches to them. 70 ans plus tard, l'équipe de cricket de Kirriemuir occupe toujours le terrain. Autre illustration de son excentricité, en juillet 1914, alors que l'Angleterre s'apprête à entrer en guerre, Barry, éternel enfant de 54 ans, parvient à convaincre d'éminents écrivains de figurer dans un western. Un court-métrage, bien sûr, avec des amis, mais avec des amis célèbres. Notamment Bernard Shaw, qui n'était d'ailleurs pas un ami, mais qui était plutôt une relation, puisque Bernard Shaw ne supportait pas la fumée de la pipe de James Barry, William Archer, qui est bien oublié aujourd'hui, et Chesterton, le célèbre auteur des Aventures du Père Brown. Et Barry a emmené tout ce petit monde dans un pré, quelque part dans la campagne anglaise. Il les a costumés en cowboys, et on a tourné une sorte de western littéraire qui est sûrement unique dans les annales de l'histoire de la littérature anglaise. Et Chesterton, dans ses mémoires, raconte « Je ne me lancerai pas dans la description des scènes que nous dûmes jouer, car aucun de nous n'en perça le secret, hormis Sir James Barry, qui parut d'ailleurs vouloir garder ce secret enfoui tout au fond de lui durant le tournage. » Et il conclut « Jamais la fumée de la pipe de Sir James Barry ne m'avait paru douée d'un tel pouvoir hypnotique. » Barry avait pris l'habitude de fumer une grosse pipe qui fumait à longueur de journée, il empestait tout le monde. Cette habitude l'a amené un jour à concevoir l'idée d'un livre qu'il a intitulé « My Lady Nicotine », et dans lequel il a rassemblé un certain nombre de textes, de contes, de chroniques sur l'art de fumer, enfin sur le tabac, et il fumait lui-même une mixture baptisée Arcadia, qu'il allait acheter dans un magasin de tabac de Jermyn Street à Londres. Et le propriétaire du magasin lui a d'ailleurs demandé un jour la permission, l'autorisation écrite d'utiliser son nom comme publicité pour sa maison. Et on dit que c'est devenu la maison de tabac la plus célèbre et la plus riche de l'Angleterre. Barry s'est définitivement installé au dernier étage d'un immeuble d'Adelphi Terrace qui surplombe la Tamise. C'est dans cette tour d'ivoire qu'il reçoit d'innombrables visiteurs, duchesses, ministres, grands acteurs tels Charlie Chaplin, mais également les plus humbles admirateurs qui l'aident parfois de ses conseils ou de son argent. There is no doubt that he was a very passionate man. And it does seem to me that increasingly the failure of his failure to find proper sexual satisfaction heterosexually, and he says, if you take Tommy Sand's voice, that it was because he couldn't relax, he couldn't give himself to anything he was always analysing, and therefore he couldn't come to the sexual act that way. Now, whether that is true or not, it is perfectly clear that a deal of frustration built up. Where was all this emotion going to go? And as it happened, it seems to have gone into really the very strange situation in which he tended to invade his friends' families, to give nicknames to the wife, to move the husband aside, and then to play with the children.
Barry a besoin des enfants comme de l'air qu'il respire. Et l'amitié qu'il noue avec sa secrétaire Cynthia Asquith va naturellement se prolonger par des liens de camaraderie enfantine avec les fils de Cynthia. Son aventure avec la famille Llewellyn-Davis, c'était exceptionnel, c'était la grande expérience sentimentale de sa vie, mais en fait Barry n'a pas pu s'empêcher de remettre ça, si j'ose dire, avec notamment le fils de sa secrétaire, Cynthia Asquith. Celle-ci, dans son portrait de Barry, écrit « Il arrive souvent qu'à l'heure du thé, les deux gardements, Simon et Barry, affublés de déguisements trouvés dans une malle, se mettent à jouer le combat de Peter Pan et de Crochet. » Décidément, Barry était absolument indécrottable et avait besoin de jouer avec les enfants des autres. Au cours des 24 années qui ont suivi la création de Peter Pan, Barry n'a cessé de réécrire la pièce, et c'est probablement là que se situe la plus étroite relation entre l'auteur et son œuvre. Toute son existence, Barry a été acharné à garder pour lui Peter Pan, d'une certaine manière, à empêcher les autres de se l'approprier totalement en la réécrivant, en rajoutant des morceaux, enfin, ou même un acte entier à une époque. La seule fois, d'ailleurs, bizarrement, où il a paru sur scène, c'est le soir où on a joué, et pour une seule soirée, le dernier acte de Peter Pan, où enfin, Barry, l'auteur, est apparu, sans dire un mot, à la fin de la pièce, comme pour dire qu'il avait, comme pour signer un peu physiquement cette pièce. Et en même temps, il a fallu attendre 1928, la date de la publication de son théâtre complet, pour que apparaisse une version apparemment définitive de la pièce. Mais dans sa tête, je pense qu'il poursuivait l'écriture, il poursuivait l'histoire de Peter Pan, puisque c'était la sienne. Je pense qu'il est resté un blessé narcissique à vie et je ne pense pas qu'il a eu du bonheur. Il a eu peut-être des moments de bonheur. Je pense que quand il a vécu, surtout au premier moment, dans cette famille de jeunes couples tellement beaux, Sylvia et Arthur étaient des gens très beaux avec leurs enfants, qu'il a eu sa seconde chance, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il a pu revivre à l'âge d'adulte une enfance qu'il aurait voulu vivre comme enfant. Alors, est-ce que c'est du bonheur, ça, ou est-ce que c'est la névrose? Enfin, je veux dire, c'est des satisfactions perverses. Parce que c'était ni sa place, ni l'époque, ni le moment, ni rien. Enfin, ça ne lui appartenait pas. Mais il était quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il voulait. Donc, je pense qu'il était trop blessé pour pouvoir être heureux. Héritage fabuleux d'un dramaturge édouardien particulièrement inspiré, Peter Pan appartient désormais aux enfants du monde entier. La fortune de Barry excédant largement ses besoins et ceux de ses fils adoptifs, il décide à l'automne 1929 d'attribuer la totalité des droits d'auteur de Peter Pan à l'hôpital des enfants malades de Great Ormond Street à Londres. Aujourd'hui encore, les jeunes malades bénéficient des royalties de Peter Pan et l'administration de l'hôpital entretient la mémoire de l'enfant éternel. We certainly make sure that Peter Pan survives within the hospital, and we have a Peter Pan ward, and we have a J.M. Barrie wing. We have a Peter Pan cafeteria and a plaque to Barrie, and so, you know, we make sure that it still stays alive. Beaucoup de gens connaissent le personnage de Peter Pan qui n'ont jamais vu la pièce, ni lu le livre, ni vu les films. C'est parce que, quelque part, on connaît tous cette peur du monde adulte. Et il y a quelque chose de parfaitement compréhensible et raisonnable, cette idée de ne pas devenir adulte. Et je ne sais pas si, en fait, je sais qu'il n'y a pas un autre personnage de la littérature qui représente ça. Ça, c'est quelque chose qui a été
personnifié par Peter Pan une fois pour toutes. La mythologie de Peter Pan continue d'inspirer les créateurs. Régis Loisel, auteur de bande dessinée, a revisité son histoire de fond en comble avec émotion. Des fois, je me surprends à pleurer. Pourquoi ? Parce que je m'y donne complètement et je m'identifie effectivement à ce personnage. Donc il y a sûrement une partie de moi-même qui intervient là-dedans. Il y a une vision que j'ai perçue moi étant gamin. C'est quelque chose où moi je suis obligé de retrouver ça en moi. Et c'est vrai que quelquefois c'est très douloureux. Donc je me rappelle aussi que j'ai été un enfant et je pense que j'ai conservé cette part d'enfance. Et j'avais besoin sûrement de traduire ça par l'intermédiaire de Peter Pan et ses copains, quoi. Les artistes, les créateurs, je pense qu'ils ont un accès obligé à leur enfance parce qu'ils travaillent avec ça. Je pense qu'ils travaillent avec le terreau de l'archaïque, de la souffrance, de tout ce qu'ils n'ont pas pu faire, avoir, enfin toute cette douleur, toute la dépression peut-être. Ils subliment, enfin, ils utilisent l'écriture, l'art, la peinture, le cinéma, enfin bref, la création pour pouvoir sortir ça de soi. À 62 ans, Barry note dans un carnet « C'est comme si longtemps après avoir écrit Peter Pan, j'en comprenais enfin la vraie signification. Tentative désespérée de grandir, mais je n'y parviens pas. » Quand le passage de l'enfance à l'âge adulte ne s'est pas accompli normalement, certains psychanalystes baptisent ce phénomène syndrome ou complexe de Peter Pan. Je pense que l'adolescence, c'est une époque très difficile, enfin, c'est un moment difficile. Il faut pouvoir faire le deuil de l'enfance, ou au moins mettre l'enfance dans le passé, enfin, à sa place. Et c'est ça qui est difficile, quand on n'a pas vécu son enfance pleinement, parce qu'il fallait grandir pour une raison ou une autre. Dépression des parents, ou une tragédie familiale, un enfant mort, ou la mort des parents, pour une raison ou une autre, il fallait grandir très vite et devenir très responsable. Donc cette enfance-là reste encore très douloureuse. Et c'est difficile de le laisser pour devenir vraiment un adulte. Donc, on devient un faux adulte. Donc, on n'a pas pu faire le passage. On n'a pas pu tranquillement mettre l'enfance à sa place pour accepter de devenir adulte et renoncer à jouer. Renoncer à jouer aux billes. Donc, on veut toujours jouer aux billes. Donc, on reste un adulte enfant. D'enfant qui n'a pas pu vivre quelque chose, qui a eu une tragédie, qui a été débordé par quelque chose de trop lourd, trop dur. C'est-à-dire que cette tragédie-là, qui est constitutive de sa vie et qui est tellement lourd à porter pour un enfant, il va l'enfermer dans un placard, dans une pièce, fermer à clé, jeter la clé. Donc c'est toute une partie de sa vie qui va nier. Et ça peut avoir des implications extrêmement graves. Ça peut donner lieu à des somatisations, ça peut donner lieu à la psychose, ça peut donner lieu à une névrose telle qu'on va détruire tout, un peu comme Barry, que finalement il s'est privé de la véritable vie. Il a eu une vie fausse. Une vie virtuelle. Enfin, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il a eu une vie virtuelle, empruntée. Enfin, il a pris les vêtements des autres. Mais il n'a pas vécu lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu sentir et vivre une vie authentique. Donc, le complexe de Peter Pan, c'est un peu de rester sur le bord de la fenêtre et jamais oser s'impliquer, s'engager dans un couple, aimer, avoir des enfants, être un adulte et mourir un jour. Et Peter Pan, il ne meurt jamais. Il reste là quelque part, ailleurs, on ne sait pas où, mais il ne vit jamais non plus.
Donc, c'est ça le complexe de Peter Pan. Au début des années 30, il a alors plus de 70 ans, Barrie est invité au château de Glamis, en Écosse, pour l'anniversaire de la toute jeune princesse Margaret. Séduite par le vieux dramaturge, elle déclare « Je connais cet homme, il est mon plus grand ami, et je suis sa plus grande amie ». Barrie utilisera cette réplique dans sa dernière pièce « L'enfant David ». Quelques années plus tard, le père de Margaret accède au trône sous le nom de George VI. La princesse a maintenant 7 ans et se considère avec malice et fierté comme co-auteur de la dernière pièce de Sir James Barrie. Celui-ci reçoit alors une lettre de Buckingham, le priant, en toute complicité, de bien vouloir remettre à Margaret le montant des droits d'auteur qui lui reviennent. Barrie est tout excité parce que c'est une manière de renouer encore avec la royauté. C'est quand même quelqu'un qui est très sensible à ce genre de choses. Et donc, avec sa secrétaire, il décide de rassembler la somme, une somme estimée de manière totalement abstraite, de le rassembler sous forme de petites pièces de monnaie et qu'on met dans une bourse en velours. Et une audience est demandée à Buckingham par le dramaturge, qui est déjà très malade à ce moment-là. Et malheureusement, le jour où il doit se rendre à Buckingham avec cette bourse qui contient les royalties de la princesse Margaret, eh bien ce jour-là, c'est trop tard, Barrie est mort. In the little Scottish town, which is the Thrums of his books, Sir James Barrie goes to his rest. Après la mort de George Llewellyn Davis pendant la guerre de 14-18, Barrie avait écrit « Celui qui est mort est seulement un peu en avance dans la procession. Quand nous passerons le pâté de maison, nous le reverrons. Nous ne l'avons perdu de vue qu'un moment car nous sommes restés en arrière pour rattacher nos lacets. »